lui. Ça va? On est prêt? Vous allez bien? Ça va. Allô, allô, allô.
Ses responsabilités qu'il a prises. Parce que c'est la première fois, en tout cas, qu'un responsable, un acteur de l'histoire de notre pays, choisit d'écrire pour donner sa version. Je précise bien, c'est sa vérité, c'est sa version. Il y en a certainement d'autres, on les verra au fur et à mesure de l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Le premier objectif, c'est un objectif très simple, c'est celui d'encourager autant que je peux l'écriture et la lecture. Surtout quand cette écriture retrace les événements importants de notre pays et de l'histoire de ce que nous avons vécu. La deuxième chose, c'est que il donne sa version et il appartient aussi aux autres acteurs de donner leur version par écrit, par oral ou de diverses manières qui se peut. Parce qu'il est important que nous ayons une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendrait écrire cette histoire, c'est nous-mêmes qui allons l'écrire. Nous allons l'écrire nous-mêmes, mais nous allons le faire d'une manière apaisée. Nous allons le faire d'une manière apaisée parce que ce pays a besoin de tranquillité. Ce pays a besoin de paix et ce pays a besoin, une fois pour toutes, de se relever. C'est pour ça que, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'écriture, mais je parlerai aussi de lecture. Il faut qu'on lise pour comprendre aussi ce qui se passe et pour pouvoir se faire soi-même une opinion. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la question de débat d'idées. Je ne connais pas un pays qui ait résolu quoi que ce soit par la violence. Personne ne peut résoudre quoi que ce soit par la violence. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à débattre. On doit apprendre à débattre parce que malheureusement, notre pays est souvent l'objet de rumeurs. Donc chacun donne sa version à sa façon, chacun parle de son côté, mais on ne confronte jamais les idées. Je pense qu'aujourd'hui, en dehors des dialogues que nous avons en répétition, et qui n'ont pas forcément accouché quelque chose de concret, de positif qui se ressent dans la vie de nos compatriotes, on raconte souvent des rumeurs, et c'est souvent des rumeurs d'insultes négatives pour blesser quelqu'un, pour diminuer quelqu'un, sans qu'on prenne la peine de se dire « mais est-ce que cela en vaut la peine ?» Et je ne citerai aucun des acteurs de ce pays, mais je voudrais simplement que chacun prenne conscience que ça fait 50 ans que notre pays ne fait que descendre. Je me souviens quand on a eu les premières mutineries de 96, tout le monde pensait qu'on avait touché le fond. Et quelques années après, on a encore eu des mutineries. On en a au moins 5 ou 6. On a eu des coups d'État. Et chaque fois qu'il y a des coups d'État, c'est nous tous qui courons. C'est nous tous qui avons des personnes qui décèdent. C'est nous tous qui en subissons des conséquences.
Mais à un moment donné, c'est nous tous aussi qui devons avec lucidité regarder notre histoire. Donc ce que je voulais dire, c'est que il a donné sa version, c'est sa vérité. C'est pas forcément la vérité. Parce que la vérité, elle peut être vue de plusieurs manières. Et il appartient aux acteurs qui ont participé à ces événements de donner également leur version. Le livre a des pour et il y a des personnes qui sont contre aussi. J'ai eu à discuter avec certaines personnes qui se sont senties insultées, qui se sont senties trahies, qui ont même parlé qu'ils le faisaient parce qu'en fait derrière il y avait un objectif, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut qu'on discute. On discute de ces événements, parce que cette histoire, comme je l'ai dit, c'est nous qui allons l'écrire. Nous allons écrire cette histoire parce que, à partir de là, on va défendre des principes. On doit défendre des principes. Le premier, c'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression. On doit pouvoir dire ce qu'on veut. Tant que ça ne nuit pas à autrui, et surtout si ça touche à l'histoire de ce pays, on doit pouvoir parler, expliquer. Moi, j'aurais bien aimé savoir dans quel contexte Bokassa a fait son coup d'État, par exemple. Dans quel contexte Dako est revenu. Dans quel contexte il a passé le pouvoir à Kolimba. Et dans quel contexte Patassé a géré les mutineries. Dans quel contexte Bozizé est arrivé au pouvoir. Et on a enfin une partie de l'explication, je dis bien une partie, de comment Bozizé a perdu le pouvoir. Ça, c'est des choses qu'il dit, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu et auquel il a participé. Mais il y a d'autres acteurs qui doivent impérativement donner aussi leur version. Qu'ils soient d'accord avec lui ou pas, ils doivent respecter son opinion et son expression. Lui aussi doit respecter leur opinion et leur expression. Et c'est à ce titre-là que le dialogue va devenir presque notre lot quotidien. On n'aura plus besoin de sommet de Libreville, de sommet de N'Djamena, de sommet de je ne sais où. Parce que ça va être naturel de parler. Parce que comment ça se passe aujourd'hui chez nous? Les gens sont chez eux. Je vais par exemple chez Bertin Béat, qui est là, on va discuter. Le lendemain, je vais chez Madame Epaille, on va discuter. Je me retrouve après avec André, Nalké, on va discuter. Mais en fait, on parle chacun chez nous, mais on ne collectivise pas ces débats et ces événements. Résultat des courses, chacun dit un peu ce qu'il veut de son côté, mais personne ne prend ça pour une habitude. Il y a des problèmes dans le pays, il y a des problèmes à plusieurs niveaux, mais il faut qu'on apprenne à dialoguer, à discuter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je pense que c'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître, c'est comme ça qu'on va apprendre à dépasser nos divergences, parce que tout le monde aime ce pays. Je ne peux pas croire que les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont dans l'opposition, les gens de la société civile, les femmes, les commerçants, tous ces gens en province qui sont en train de souffrir, n'aiment pas leur pays. Mais simplement, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne connaît pas finalement l'histoire de notre pays. On la connaît par la version de X a dit, Y a dit, mais on n'a jamais permis à X et Y de confronter ces idées-là. Et c'est pour ça que la première règle, c'est le respect. Je pense que quand on se respecte, on peut discuter, même si on n'est pas d'accord. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais une fois que les gens ont fini de parler, ils savent ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Et c'est malheureusement ce que nous ne savons pas faire. On va voir certaines parties dans le livre qui expliquent cette, entre guillemets, je dirais, méchanceté qu'il y a entre les Centrafricains. Il y a un adage qui dit que souvent les Centrafricains aiment leur pays, mais les Centrafricains ne s'aiment pas entre eux. Et je pense qu'il appartient à nous autres, nous tous, je veux dire, pas nous autres, mais nous tous, de démentir cet adage-là. C'est pour ça que compte tenu de la souffrance du peuple que nous avons tous subi, il est important de dialoguer à toute occasion. Et je pense que ça en vaut la peine. Donc, c'est un nouvel exercice. En tout cas, pour moi, c'est un nouvel exercice. Je vais vous développer maintenant le plan de déroulement de comment les choses vont se passer. D'accord? Donc, on a une durée de 3 heures pour les lectures, les questions et les débats, en sachant qu'il y a un temps de dédicace à la fin de l'exercice. Alors, le plan de discussion, il est fonction des chapitres. Pour ceux qui l'ont lu, malheureusement, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas lu aussi, il y a 20 chapitres, qui est subdivisé en 5 parties. Le premier chapitre, c'est le chapitre qui va du 1 au 6,
c'est la fin du régime de Bouzizi que nous avons retenu, nous. Mais alors, juste une précision, il y a des lecteurs qui ont été désignés avant, mais aucune discussion n'est tabou. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Vous posez toutes les questions que vous voulez poser. Crépin en particulier se chargera de faire les réponses. Et si dans la salle, des personnes veulent ici compléter, ils le font. Mais il faut que la discussion soit interactive, il faut qu'elle soit spontanée. Ce qui veut dire que dans la salle, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui ont lu des extraits, s'ils ont des questions à poser, ils posent des questions. Donc, pour revenir au plan, sur la fin du régime de Bouzizi, nous avons retenu 3 points. C'est le sommet de Libreville, c'est la composition du premier gouvernement de transition sous Bouzizi et la chute du régime de Bouzizi. Et voilà. Le deuxième chapitre, il a lieu à partir du 26 mars 2013, c'est-à-dire à l'avènement des Séléka. C'est le chapitre 7 à 12, avec notamment la mise en place du gouvernement de transition de l'ère de Toja, la mise en place du CNT, la gouvernance des Séléka, l'avènement des Anti-Balaka, le sommet de N'Djamena et la fin du régime Séléka. Le troisième chapitre, c'est la seconde transition, chapitre 13 à 18. L'élection de la présidente de la République, la gouvernance de la seconde transition et les élections présidentielles et législatives. Le quatrième chapitre, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous avons appelé de la majorité à l'opposition. Il était dans la majorité hier, aujourd'hui il est dans l'opposition. Et on va débattre sur ces questions également. Et le cinquième chapitre, c'est le dernier chapitre en fait, ce sont les perspectives, c'est la vision de l'auteur et ses propositions pour l'avenir. Donc ça, c'est le plan. Maintenant, nous allons ensuite passer à la lecture des textes retenus et au débat. Alors, il y a Vincent Mambachaka qui va prendre la parole juste après moi pour expliquer un peu le processus des cafés littéraires et parler du livre sur sa forme et son style. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Maître Bouligumba Crépin qui va dire un mot par rapport à son livre et puis peut-être parler aussi au public. Il fera le choix de son premier texte. Il nous expliquera après les raisons du choix de ce texte et on va lancer les débats. Vincent reviendra après dans le même schéma en parlant de ce texte, du choix de son texte et du débat. Et ensuite, nous avons 2 femmes qui vont faire le même exercice. Il y a Morissette Psimis, Monté, et Madame Eudoxie Willy-Viro. Alors, chaque lecture prendra environ 3 à 5 minutes pour laisser le temps aux questions et surtout au débat. D'accord? Donc, sur les principes, quand un texte est lu, le choix de ce texte est fait, nous allons ouvrir une liste, dans un premier temps, de 5 personnes qui vont pouvoir donner leur impression du livre, poser des questions par rapport au texte, pour laisser le temps à Crépin de pouvoir répondre. Donc, on va essayer d'être flexible parce qu'on souhaite que ce soit interactif. Alors, je sais que ce café littéraire, si je ne me trompe pas, passe en live également sur Facebook. Et je crois qu'il est permis que les compatriotes ou même ceux qui s'intéressent à la République centrafricaine de l'étranger peuvent avoir des questions à poser. Je pense qu'on ouvrirait également une liste pour ces personnes-là. Donc voilà ce que je voulais vous proposer comme formule de participation. Et je vous remercie de votre présence et de votre participation. Donc Vincent, maintenant, je peux prendre la... Crépin se confirme de plus en plus au fur et à mesure que Crépin avance. Pourquoi dans l'écriture? Pourquoi je dis cela? Parce que il emprunte, comme tous ses aînés, quelque chose que nous, littéraires, nous appelons un peu la littérature orale africaine ou centrafricaine plus particulièrement. Il écrit d'une manière narrative, c'est vraiment la nation centrafricaine et le récit est écrit d'une manière narrative, un peu comme les contes centrafricains, avec un narrateur, un conteur qui raconte les choses avec des personnages.
Là, il s'agit des personnages humains, mais on mettrait dans ces personnages-là, si on racontait une histoire comme Terre, peut-être des visages d'animaux, etc., comme on le retrouve souvent. Mais plus intéressant encore, c'est que vous retrouvez tous les ingrédients de la littérature orale. C'est-à-dire vous retrouvez à la fois la comédie, la tragicomédie, le drame, mais le côté ubuesque et les intrigues des personnages. Ça, vous le retrouvez dans cette écriture-là. Et une écriture, non pas, je dirais, de grosse tête d'intellectuel. Même un jeune, un enfant, à l'école primaire peut lire ce livre. Et c'est ça qui est intéressant. Hein? Et le lire, pour les grands lecteurs, vous pouvez le lire le plus rapidement possible, parce que vous allez être captivé par les enchaînements de l'histoire. Vous pouvez le lire en une journée comme vous pouvez le lire. Et moi, j'ai fait l'exercice. Il y a quelqu'un qui l'a lu en 3 heures. Hein? Complètement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un style assez intéressant d'écriture parce que accessible à tout le monde. Ce n'est pas le politique avec la langue de bois. Ce n'est pas non plus un universitaire intellectuel avec des mots qu'on ne pourrait pas comprendre. Voilà un peu le style qu'on retrouve dans ça. En cela, Crépin rejoint ses aînés qui l'ont précédé dans l'écriture dans notre pays. Je voudrais citer Étienne Goyemede. Quand vous parcourez par exemple le dernier survivant de la caravane d'Étienne Goyemede, vous retrouvez là, parce que c'est à la fois, Étienne raconte l'histoire de l'esclavage dans notre pays d'une manière sous forme de récits et des contes, mais en même temps c'est l'histoire de notre pays. Il rejoint en même temps, et c'est peut-être lié à ses origines, à l'extrême est de notre pays, mais il rejoint Sammy McFoy. Quand je lisais La Nation centrafricaine et le récit, c'est comme si je lisais Bandia, Mongou, fils de Bandia, ou l'Odyssée de Mongou. Ouais. Donc il rejoint un peu ces grands auteurs, et enfin, de la manière où il décrit l'histoire et les faits, vous avez par exemple Faustin Niamolo avec Nzila Kema, quand il raconte l'histoire de ce qui s'est passé dans la Loubaï à la période coloniale avec un chef qui s'appelait Nzila Kema, où Bouganda a eu à intervenir. Et là, vous retrouvez aussi la manière de décrire, mais sous une autre forme, sous une forme dramatique. C'est à la fois, et je terminerai par un autre auteur centrafricain, c'est Ipeko Etoman et l'abbé Benoît Siango. Donc, Crépin rentre véritablement dans ce club extrêmement fermé des grands auteurs centrafricains et africains, et en cela je voudrais vraiment vous inviter à applaudir pour lui. Comme l'a dit Patrick, moi je voudrais qu'il y ait plus de débat, qu'il y ait plus d'échanges. Et dans un pays en crise comme le nôtre, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et peut-être qu'il y aurait moins de haine, peut-être qu'il y aurait moins de violence. Tant il est vrai que la violence est toujours et partout une défaite de l'esprit. Et ce qui frappe le plus quand on arrive à Bangui, c'est cette absence de vie intellectuelle. Ceux qui savent ont pris l'option de ne plus parler, de ne plus agir, parce que la pensée, parce que l'action sont devenues subversives. Or, une nation qui refuse de penser est une nation qui est vouée à la disparition. Alors, le livre. J'ai été le premier surpris, je dois le concéder ici, surpris par toutes les interprétations qu'il y a eu au sujet de ce livre-là. Certains ne l'ont certainement pas lu, d'autres l'ont fait, et je suis persuadé qu'une bonne part de ce buzz, si je puis m'exprimer ainsi, est due aux différents extraits qui ont été publiés sur le net. Je voudrais le dire tout de suite, ce livre n'a pas été écrit pour quelqu'un ou contre quelqu'un.
pour avoir été acteur dans une période tourmentée de l'histoire de mon pays, il me semblait naturel d'apporter ma part de vérité. Pourquoi? Afin de participer à la construction de la conscience collective. Or, comme vous le savez, la construction de la conscience collective d'une nation doit reposer sur des faits qui sont consensuellement acceptés. Et ces faits sont consensuellement acceptés après un débat raisonné au sein de la nation en question. Et chez nous, ce débat n'a jamais eu lieu, malheureusement. Soit par lâcheté, soit par paresse intellectuelle, les deux, nous avons décidé de faire des raccourcis. Le résultat, en guise de repère, nous avons des légendes urbaines. Je l'ai dit au début, je l'ai eu en moi, ce livre, pendant au moins 4 ans. J'ai été au cœur de l'histoire et cette histoire était très souvent tragique. Et la tragédie a ceci d'intéressant que soit elle vous brise, soit elle vous rend plus fort. Et si je suis là aujourd'hui devant vous en train de parler, j'ai la prétention de dire que cette tragédie ne m'a pas du tout brisé. Et puis surtout, l'exercice de cette écriture était de dire que quand même, nous n'allons pas nous laisser intimider dans notre propre pays. Nous n'allons pas vivre dans la peur. Nous avons été à l'école, et très souvent, grâce aux contribuables qui n'ont pas eu cette chance, et de diverses manières, ont eu à contribuer à ces humanités-là, et nous les avons complètement laissés tomber. Parce que mentir permet de conserver quelques fragiles privilèges. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette écriture, moi je voudrais qu'on retienne que c'est l'œuvre d'un homme qui s'est levé pour dire « il faudrait que le peuple sache ». Et je l'ai dit vraiment avec la tranquille assurance d'un homme qui n'a peur de rien. Nos frères ivoiriens disent « où est-ce qu'on ne meurt pas ?» Parce que de toutes les manières, la mort est inéluctable. Autant mieux bien vivre grâce à ces idées. Et la tentation de l'absolu qui habite tout être humain, on voudrait pouvoir vivre éternellement. Il y a diverses manières de vivre au-delà de sa propre mort. C'est par les œuvres que nous causons. Et ces œuvres doivent absolument servir de repère. Et donc, j'ai voulu qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. J'ai pris sur moi de citer des acteurs qui sont contemporains, qui sont des nôtres encore aujourd'hui. Et je tends l'oreille. Parce que, évidemment, comme l'a rappelé Patrick, il est tout à fait naturel qu'une œuvre qui est humaine, donc forcément faillible, puisse être contredite. Mais les faits sont têtus. Je souhaite que, évidemment, la contradiction soit portée sur des faits, qu'elle soit factuelle. On ne va plus faire dans la littérature. Il s'agit de l'histoire d'une nation. Et pour ça, je pense qu'elle vaut tous les risques du monde. Donc, encore une fois, je tends l'oreille. Ça fait 1 mois que ce livre est sorti. J'ai eu quelques bribes, mais il faut porter la contradiction sur la place publique. Et je fais référence ici à ce débat nécessaire qui doit avoir lieu dans cette nation-là. J'attends. Et évidemment, je souhaite que cela se fasse en dehors de l'outrance habituelle. Nous sommes entre gens civilisés. Nous parlons des choses sérieuses. Il faut, de manière sereine, qu'on discute de l'histoire de notre pays, pas des grandes fumées. Parce qu'en fin de compte, comme je le disais ici, ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette nation ont choisi d'abdiquer demain. On sait comment elle fonctionne, le règne de la médiocrité, par la violence. Devant un débat raisonné, si nous sommes très nombreux à dire non, par le verbe, par les faits, par les actes, l'histoire de cette nation pourrait être différente de ce que nous avons connu ces 58 dernières années, de non-être. Voilà pourquoi, après avoir écrit ce livre, je ne pouvais pas choisir de me cacher et de dire et de vous renvoyer tous au contenu de ce livre-là. J'ai choisi de venir devant vous, de discuter avec vous. Je suis
tout à fait ouvert, puisque, encore une fois, nos contemporains sont encore là, vivants. Et j'invite tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans cette histoire qui s'est écrite essentiellement à l'encre noire ces 5 dernières années, de prendre la parole ici, devant tout le monde. Et je serais heureux qu'on me dise, une telle page, vous avez dit une contre-vérité, telle autre, vous avez dit une contre-vérité. Et c'est à l'issue de cet exercice-là que nous aurons ce consensus, de cette étape de construction de notre mémoire collective. Voilà essentiellement ce que je souhaiterais dire. Monsieur le modérateur, je pense que j'ai eu 300 pages pour dire tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas monopoliser la parole ici. Nous sommes venus écouter nos compatriotes et au-delà, tous ceux qui sont présents, qui ne sont pas forcément nos compatriotes, mais qui appartiennent à la race humaine, qui doivent forcément apporter leur contribution. Et je suis tout à fait disposé, vous avez parlé de 3 heures, je pense que l'exercice est illimité, et je mesure absolument le sacrifice fait, parce qu'il y a la France qui joue contre l'Uruguay. D'être là, ça veut dire justement que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous remercie. Merci. Donc, on ne va pas les faire travailler aujourd'hui, on va plutôt les faire parler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Crépin le choix de ce texte. Et ensuite, on va passer au débat, aux questions et aux réponses. Je pense que les uns et les autres vont certainement le lire ici. Et ce sera l'occasion aussi de pousser les uns et les autres à acheter certainement le livre à son approprié. En tout cas, moi je l'ai lu. Quand j'étais coupé ici du côté L'équipe de France gauche, avec l'équipe de France, avec Jeannot Bouga, j'ai vu qu'il avait beaucoup de choses qu'il a mis dans le livre. Non, je pense qu'il faut laisser maintenant la parole aux uns aux autres pour donner leur appréciation sur le livre. Parce qu'il a produit un document et il serait fastidieux de donner lecture à chaque fois pour que nous puissions revenir dans les débats. Donc, moi je pense que c'est cette position que vous voulez faire. Ok. Oui, Jeannot. Bertin a raison. La structuration de la discussion autour des thèmes, des chapitres, bon, je comprends que ce n'est pas mauvais, ça permet de canaliser le débat. Mais on peut, dans un premier temps, laisser la possibilité à l'auditoire de faire aussi des observations ou des questions d'ordre général qui s'adressent à l'auteur. Et puis, après, on pourra rentrer dans les différents thèmes, mais sans vraiment trop insister sur la lecture, parce qu'en réalité, si on est là, c'est parce qu'on a lu le livre et qu'on a des choses à dire. Et qui permettront effectivement à ceux qui n'ont pas encore lu le livre, et d'ailleurs, c'est ceux qui n'ont pas lu. On n'est pas dans un débat politique. On appelle ça littéraire. C'est ça l'exercice au départ. La deuxième partie de l'exercice, c'est ce que je on a parlé du premier objectif qui est l'élection de ton dessus. Donc, ce n'est pas des chapitres qui ont été, ce sont des extraits. Et comme je l'ai précisé, les extraits de cette partie appréciative de l'auditoire et même de cette deuxième partie. Ce que je sais, c'est qu'à partir des chapitres qui sont retenus, il y a des débats qui vont se dérouler parce que le domaine couvre pratiquement 4 ans. Les domaines qui sont choisis du chapitre 1 au chapitre 2, ça fait pratiquement 4 ans. C'est de faire en sorte d'aborder les 20 chapitres. Donc, place au débat. Pour parler, comme disent les Ivoiriens, personne n'aura pas, on va parler aujourd'hui. J'ai choisi 2 extraits. Chaque extrait, c'est pas plus de 10 minutes. Et sur le chapitre 5, la cohabitation mort-née entre nations. Et ce chapitre commence. Il résidait après son coup d'État radiophonique raté. Mis manu militari dans un aéronef militaire, il s'était retrouvé à la prison de Garagba à Bangui. Encourant la peine de mort, Nicolas Tchongaï, brillant avocat, fondateur et tout premier président de la Fédération centrafricaine des droits de l'homme, l'avait défendu avec succès et cela gratuitement. Face à un Bozizé démuni, il pourvoyait même à ses besoins en lui octroyant quelques subsides. Unis dans la même détestation du régime Patassé, Tchongaï offrit son expertise juridique à la chute de ce dernier en rédigeant avec Émile Ndiapou les premiers textes du régime issu du coup de force de 2003.
En partant de ce passé, l'on pouvait croire que ces deux-là s'entendraient à merveille. Il n'en fut jamais rien. L'état de grâce dura jusqu'à la décision de Nicolas Tchongaï de briguer le poste de président du Parlement transitoire, le CNT. Bozizé suscita la candidature de quelqu'un d'autre, lequel fut battu par Tchongaï. À partir de là, l'opposition fut brutale, avec des conséquences tragiques. L'ancien aide de camp de Tchongaï, Sanzé, fut abattu froidement par les sbires de Bozizé. Le fils de Nicolas Tchongaï, Régis, fut agressé et blessé par un autre sbire de Bozizé, utilisant son arme pour lui casser la figure. Aujourd'hui encore, Régis porte les cicatrices de cette agression et les portera toute sa vie. Alors pourquoi j'ai choisi ce premier extrait? C'est pour dire qu'en réalité, il y a plus de choses qui nous lient que ce qui nous sépare. Et que c'est toute l'histoire, en réalité, au travers de ces quelques lignes, c'est toute l'histoire de notre pays. Les hommes. On commence bien et ça finit toujours mal. J'ai voulu mettre en scène, en réalité, les relations personnelles qui influent, et je dirais même influencent, l'histoire de notre pays. Nicolas Tchongaï a fait œuvre utile, il a fait son travail face à un homme qui s'est retrouvé au Bénin, a été rapatrié dans son pays, qui encourait la peine de mort, il a défendu avec succès. On pouvait s'attendre à ce que les deux s'entendent pour servir leur nation. Et pourtant, ils se sont opposés. Mais cette même histoire, on peut la répéter à foison, en allant plus loin dans le temps, entre David Dako et Abel Goumba, et tant d'autres. Voilà pourquoi j'ai voulu choisir cet extrait, qui est un extrait, à mon avis, symbolique de la nation et de toutes ces occasions ratées. Le deuxième extrait que j'ai choisi, je lis le deuxième extrait comme ça, on en aura fini, avec moi en tout cas en termes de lecture d'extrait. Page 157, et ça parle de l'émergence des anti-Balaka. L'émergence des anti-Balaka était inscrite dans l'océan des exactions commises sur les populations civiles et l'incapacité du régime transitoire à y mettre un terme. L'on ne pouvait pas ne pas constater que les victimes étaient chrétiennes, que désormais, il était quasiment impossible pour les agents des impôts d'aller collecter justement les impôts chez les contribuables récalcitrants de confession musulmane. Ceux qui avaient été applaudis au départ de Bozizé, notamment certains chefs d'État africains, ont commencé à déchanter. C'est sur ce terreau que certains centrafricains ont commencé à s'organiser. Il importe de dissocier le mouvement spontané, né à Buka, dans la préfecture de Luampende, dont l'initiateur est un jeune homme nommé Andilo, entouré d'une âme de mysticisme, le disant invincible, qui a fait des émules et a commencé à infliger des pertes très sévères aux éléments Séléka, de celui de ses partisans et des partisans du général Bozizé, très tôt organisé autour des militaires ayant fait partie de la garde rapprochée de l'ancien président, tel Rambo, ou encore d'hommes d'affaires proches de cette galaxie, comme Edouard Gaïssona, ou simplement des membres de sa famille avec un peu de texture militaire, comme Maxime Mokom. Je crois d'ailleurs que c'est la confusion dans la poursuite des objectifs qui est à l'origine des dérapages criminels que nous avons connus par la suite chez les anti-Balaka. L'objectif de départ des anti-Balaka, comme Andilo, était très noble. Il s'agissait ni plus ni moins que de libérer le sol sacré de leurs ancêtres de la présence de mercenaires qui pillaient, tuaient leurs parents et les réduisaient quasiment en état d'esclavage. D'ailleurs, l'histoire de départ d'Andilo n'est pas banale. Il était le fils du plus grand féticheur du village, celui qui protégeait le village grâce à ses pouvoirs surnaturels. Malheureusement, la Séléka arriva dans son village, pilla,
viola et tua. Le père d'Andilo, protecteur du village, essaya de s'y opposer et se fit tuer sur le champ. Débandade générale. Tous les hommes valides se cachèrent dans la forêt, en dehors des vieux qui n'étaient pas en capacité de courir. Andilo voulait suivre le mouvement et se cacher. Les vieux lui dirent que ce serait une honte éternelle. Ils le convainquirent de récupérer les pouvoirs de son père et, dans un élan de messianisme, lui promirent un destin de libérateur de son peuple, allant de son village jusqu'à Bangui, et finit par accepter et subit tous les rites d'initiation qui le fortifièrent et le convainquirent de son invincibilité. Il constitua une petite armée et commença la lutte. Voilà ce deuxième extrait que j'ai voulu lire, qui explique un peu la résistance du peuple lorsqu'il y a des abus. Et lorsque un peuple est complètement désarmé, il reste l'arme du courage. Et ce courage-là vient du peuple. Et c'était de manière inattendue que quelqu'un qui n'était pas du tout instruit, face à une armée en débandade complètement défaite, puisse se mettre en mouvement et engranger tous les soutiens nécessaires. Et ce n'est que de cette manière-là que le peuple, d'une certaine manière aussi, s'est libéré. Et ce deuxième extrait illustre bien la noblesse du combat du début et finalement, je dirais, encore une fois, une histoire manquée, parce qu'il y a eu des contradictions en interne dans les objectifs poursuivis. S'agissait-il de libérer tout simplement la nation qui était occupée face à tous ces pillages? Il s'agissait de changer de régime. Cette question n'avait pas été évacuée dès le départ. Voilà les deux extraits que j'ai voulu lire, et je suis à vous maintenant pour toutes les questions. Il y a une publicité qui dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, j'ai bien pris conscience de ce qui a été dit, et je vois que si on reste dans le schéma qu'on avait initialement prévu, et que ce débat durait plus longtemps que prévu, on n'aurait pas le temps d'aller vers les autres débats. Donc, c'est pourquoi je coupe la part en deux. Je vais demander. Alors, mais Bozizé pouvait compter sur Margaret Voigt. Je n'ai jamais réussi à savoir ce qui justifiait cela. Mais Voigt aurait été pour Bozizé un soutien indéfectible, jusqu'au bout. Parfois même contre le bon sens le plus élémentaire. Elle avait une vision binaire des choses. Les Blancs, représentés par le bloc des pays occidentaux à Bangui, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Union européenne qui se comportait comme autant des colonies et voulait humilier Bozizé opposé aux Noirs, représentés par elle-même d'origine nigériane, et l'Union africaine représentée par Awa Youssouf. C'est dire, malgré l'inconfort du voyage, malgré l'absence d'accueil digne de ce nom, c'est avec un certain optimisme que nous sommes arrivés à Libreville, convaincus de la démission de Bozizé. Alors, l'opposition avait constitué son équipe. Nicolas Tiangaï était le coordonnateur du collectif. J'en étais le coordonnateur adjoint, mais de fait, Martin Ziguélé faisait partie de la coordination puisqu'il participait à toutes les réunions. Pouzer y jouait un rôle, plus en retrait, se murant tel un sphinx dans un silence énigmatique lors des réunions. À la vérité, il ne voulait surtout pas engager des discussions avec Tiangaï et Ziguélé pour des raisons déjà évoquées. Après avoir voyagé dans le même avion avec les représentants de la majorité présidentielle, nous étions logés dans le même hôtel. La tension était perceptible entre les deux équipes. Lévi Yakité avait ainsi refusé de serrer la main à Martin Ziguélé. Joseph Mbendunga, président du MDREC, parti membre du collectif de l'opposition, faillit en venir aux mains avec Zawa, griot de Bozizé qui passait son temps à insulter l'opposition sur les ondes de la radio nationale. Le même Bendunga a failli terrasser Sioké du RDC, parti également membre du collectif de l'opposition, au grand étonnement des Gabonais. La scène surréaliste, c'était la voix du vieux Gamba, octogénaire, tenant à peine debout, essayer de s'interposer entre les deux. Tels des lutteurs traditionnels, ils avaient déjà pris position retroussant leurs manches. Nous étions tous venus à Libreville avec un schéma de négociation classique.
Les trois partis en présence, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition démocratique et l'opposition armée, se retrouvaient autour de la table pour exposer leurs arguments, soutenir leurs propositions avec, à la clé, un consensus. Je ne connaissais personne dans cette coalition rebelle appelée Seleka, à l'exception notable du chef de l'une de ses composantes, la CPSK, Mohamed Dafan. Dans la mesure où l'opposition démocratique et les rebelles de la coalition Seleka poursuivaient l'objectif commun qui était le départ de Bozizé, il fut décidé alors de notre première réunion interne à Libreville de prendre langue avec eux pour voir dans quelle mesure contraindre Bozizé à la démission. Tchangaï et Ziguélé étaient chargés de faire ce travail. Le jour de l'ouverture des négociations, où ce qui était présenté comme tel, nous dûmes très vite déchanter. Il n'y aurait pas de négociation au sens classique, mais plutôt un exposé des faits de chaque parti, non suivi de débat, exposé de faits devant les chefs d'État et de gouvernement, ensuite un entretien à huis clos entre chaque entité et les chefs d'État et de gouvernement. Enfin, les chefs d'État donneront leurs conclusions, en d'autres termes, tels des écoliers, la majorité présidentielle, l'opposition démocratique et l'opposition armée devaient venir présenter leurs griefs et attendre la décision des chefs d'État, que cela plaise ou non. Tout cela ne devait pas aller au-delà de 48 heures. J'ai sauté une partie pour arriver à la fin, pour arriver à la conclusion. Page 57. L'accord imposé prévoyait finalement. Page 57. L'accord imposé prévoyait finalement le maintien de Bozizé jusqu'à la fin de son mandat en 2016, la nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition irrévocable jusqu'à l'organisation des élections, ainsi que l'impossibilité pour le président et son Premier ministre de se présenter aux prochaines élections. Libreville était tout sauf une opportunité de discussion et de négociation entre Centrafricains. Ce fut d'ailleurs le sentiment d'une bonne partie de l'opposition présente. Bendunga ne cachait pas son mécontentement, de même que Pouzère. Les deux voulaient une démission sans condition de Bozizé. En fait, personne ne savait qui avait gagné. Mais s'agissait-il de gagner? Le camp présidentiel était divisé entre la déception et la satisfaction. Quant à moi, j'étais modérément optimiste. Je faisais partie de ceux qui voulaient le départ de Bozizé et savaient qu'il n'était pas venu à Libreville que parce que contraint et forcé. J'étais cependant optimiste dans la mesure où il était militairement défait et la primature étant confiée à l'opposition, il était parfaitement possible de le contenir, de le contrôler, de contrôler l'administration, et d'organiser des élections crédibles. Je perdis très vite mes illusions à l'épreuve des faits. Merci. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce texte? Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? Ce texte, ce sont des événements qui se sont passés dans un passé récent de notre pays. Mais ils sont, à mon avis, d'une actualité, d'une réalité très actuelle. Nous sommes à l'aube d'un dialogue initié par l'Union africaine qui se prépare. Nous avons, à mon sens, des participants qui ont des objectifs bien précis. Et quand on lit dans le livre, la méthodologie qui a été adoptée à Libreville, on s'est rendu compte très vite que les gens étaient mis devant un fait accompli parce que les objectifs étaient disparates, même si certains, c'était clair, c'était le départ de Bozizé. À la fin, le résultat était complètement différent. Et dans la méthodologie, on ne peut pas parler de négociation en tant que telle. On a parlé de mise devant un fait accompli. Et à travers le document, on retrouve cet état de fait également au moment du départ en N'Djamena. Alors, je le dis pourquoi? Parce que on se rend compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On se retrouve avec un énième dialogue. On est à l'aube de quelque chose où on a vu, qu'on a constaté qu'il y avait eu des échecs, que le résultat n'avait pas été atteint, mais on repart dans le même genre d'idées, avec les mêmes impréparations. Et maintenant, l'avenir nous dira. Donc voilà un peu les idées pour lesquelles j'ai choisi ce livre. Ok, merci.
Le maître Roxy maintenant. Merci. Il nous faut pourtant avoir le courage de parler de ces choses sans tabou. La situation d'avant la crise, si elle permettait de vivre en paix, n'assurait pas l'émergence de l'esprit national. Le premier constat qui me semble le plus important, dont découlent tous les autres, c'est celui de la construction inaboutie de la personnalité nationale, ce sentiment de fierté qui fonde l'assurance en chaque citoyen de se savoir d'un pays, de considérer cela à la fois comme une chance et un devoir, celui de défendre l'intérêt du pays au niveau social où l'on se trouve. Tant il est vrai qu'entre les nations, c'est toujours une question de rapport de force, même quand elle parle de relations privilégiées. Je renvoie donc ici à la nation dans sa conception classique juridique, connue et reconnue. Nous ne sommes pas un peuple fier, parce que nous ne pouvons pas être fiers. Nous ne pouvons pas être fiers parce que nous n'avons rien accompli de grand depuis l'indépendance, qui eût constitué ce socle, cette référence historique. Comme le dit Ernest Renan, ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Si nous ne considérons que cette définition, nous n'avons jamais été vraiment une nation. Dès l'origine, nous avons abdiqué de nous-mêmes par la volonté de Barthélemy Boganda de fonder les États-Unis d'Afrique, ce projet avorté dont nous refusons ostensiblement de nous défaire des vestiges, notamment le drapeau national qui représente les autres États de cette communauté mort-née et qui n'a plus rien à voir avec nous, sans oublier le nom, véritable invitation à l'anonymat, dont l'évocation pousse les étrangers à nous demander si en tant que Centrafricains nous sommes du Cameroun, du Tchad ou d'un autre pays d'Afrique centrale. Il est bien étrange qu'après avoir constaté cet état de choses, nous n'en ayons pas fait un sujet national afin de trouver une solution. Je crois profondément que pour s'épanouir, un pays doit s'enraciner dans sa propre culture, son identité, afin de s'ouvrir immanquablement. Nous pouvons nous enraciner au-delà de la période coloniale en décidant de se réapproprier notre passé, si négativement dépeint par le colonisateur, au point où nous en avons honte. Cendrillon de l'Afrique équatoriale française, concentré de fuyards, tout a été fait pour nous rabaisser. C'est ce que les autres ont fait, valoriser leur héritage culturel, prouver qu'ils n'ont pas commencé à exister avec la colonisation. Sur ces terres que nos ancêtres nous ont léguées, de belles épopées ont pourtant été réalisées. Cela doit être enseigné dans nos écoles. Chacun, selon la région d'où il vient, doit faire cet effort. Cela contribue à la formation de la personnalité nationale propre, avec ses particularités, selon les régions du pays, comme cela se passe ailleurs. Cette mémoire doit être transmise de génération en génération. Merci. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ça? Alors, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis posé la question du nationalisme des Centrafricains. Parce que si vous avez remarqué, depuis le départ de Giotto Dia, de plus en plus, vous voyez des Centrafricains arborer des signes de leur appartenance à ce pays. Les gens portent des t-shirts avec le drapeau de la République centrafricaine, des casquettes, des pins. Même à l'extérieur, vous voyez que le Centrafricain veut se faire remarquer. Alors la question est de savoir, est-ce que le Centrafricain est fier malgré tout d'appartenir à ce pays? Est-ce une prise de conscience identitaire du Centrafricain? Est-ce un besoin de reconnaissance? Une crise existentielle du Centrafricain? Suite à cette crise, voilà les questions que je me suis posées à la fin de cette lecture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Manque de certitude, j'étais dans la confusion et l'incapacité d'aller de l'avant. Bozézé était le plus grand vainqueur de Libreville.
il avait politiquement et institutionnellement repris ce qu'il avait perdu sur le terrain militaire. L'opposition domptée et neutralisée dans les faits, il lui suffisait simplement de jouer le jeu en acceptant de concéder ce qui était dû à l'opposition armée, comme l'avait déjà dit le général de Gaulle. C'est dans la nature des dictatures de finir dans l'excès. Il venait de remporter de manière scandaleuse les élections avec une majorité stalinienne. Pourtant, depuis le 10 décembre 2012, les choses avaient changé. La déroute de l'armée nationale face à la Séléka avait cruellement exposé la fragilité de son régime. Mal équipée, mise en coupe réglée, fortement tribalisée, cette armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. 10 ans plus tôt, Bozézé, à la tête de mercenaires venus du Tchad, avait déjà humilié cette armée à laquelle il appartenait. Il avait pu chasser Patassé du pouvoir. Ce dernier, élu pour un second mandat, avait perdu toute sa légitimité du fait de sa gestion planique. En fait, les premiers signes de la discorde nationale sont nés durant cette seconde mandature de Patassé, avec une culmination après le coup d'État manqué revendiqué par Kolimba. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des escadrons de la mort étaient mis en place pour exterminer tous les génères à partir de leurs origines tribales. Subitement, le pays était divisé entre riverains et savaniers. Les uns traitaient les autres de sauvages, dépourvus de manières, les autres de minorités exogènes imbus de pouvoir. Combien y a-t-il eu de morts durant cette période? Combien de maisons détruites? Personne ne le saura jamais, puisque l'amnésie s'est installée, nous poussant ainsi à répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est le premier extrait. J'ai un autre extrait. Excusez-moi. C'est la page 237. Tout commence par une visite de Catherine Samba Panza à Luanda, le 4 mars 2014. Cette visite a été minutieusement préparée par André Zapayeke, Premier ministre, grâce à l'entregent d'un de ses amis, se disant également neveu du président Houphouët-Boigny, un certain Hamilton. Évidemment, la décision de sortir les recettes douanières du circuit bancaire a laissé des traces. La transition a du mal à faire face à ses obligations, malgré l'afflux d'aide. Le président Dos Santos, à qui Paris avait refilé le dossier centrafricain, décide de faire un geste. Il débloquera la somme de 10 millions de dollars en 2 tranches. Samba Panza est aux anges, d'autant plus que la moitié de l'argent est décaissée sur le champ, c'est-à-dire 5 millions de dollars. Ce qui va suivre montre que dès le départ, la volonté de détourner cet argent est manifeste. Ainsi, quand elle rentre à Bangui, la présidente met l'argent à la disposition de sa fille Christelle, son beau-frère et par ailleurs conseiller spécial Camoun, et une potiche manipulable à souhait, le directeur adjoint du Trésor, Robert Bokoyo. Direction le Cameroun, sans pour autant mettre le ministre des Finances, Rémi Yakoro, au parfum. Rémi Yakoro est un honnête homme, ce qui est assez paradoxal pour un douanier. Homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit assez simplement et passe beaucoup de temps dans la prière. Il sera d'ailleurs écarté, malgré ses liens avec M. Samba Panza, devant son intransigeance face aux multiples tentatives de mettre le trésor en coupe réglée. Au Cameroun, alors que la moyenne de change est de 4%, on apprend qu'un taux de 6% a été pratiqué. Pourquoi le conseil spécial, la fille et l'adjoint du directeur général du Trésor, pour raison simple, c'est l'argent de la famille. La preuve, c'est Christelle Sapo, fille de sa mère, qui remet la deuxième tranche du don angolais au directeur général du Trésor. Dans l'intervalle, plus d'1 milliard de francs CFA disparaissent. Soucieux, à juste titre, de ne pas porter demain le chapeau, le ministre Yakoro ébruite discrètement l'affaire. Le scandale enfle. Les partis politiques, la société civile,
Les institutions financières internationales s'en saisissent. Voilà que pour parer au plus pressé, comble du ridicule et de la veille, c'est le directeur du cabinet de Samba Panza, Mabingi, par ailleurs beau-frère de la présente, homme qu'on a connu à une autre époque intègre et rigoureux, qui est chargé de sauver la barque qui prend l'eau de toutes parts. Comme justificatif, ce dernier confectionne à la hâte un tableau Excel et tente de justifier l'utilisation des fonds, ce qui ne fait qu'accroître le malaise. En effet, un gouvernement étant en place, il n'y a pas d'explication possible à la confiscation d'un don fait par un pays à un autre pays. Pis encore, à la lecture de ce tableau Excel de tous les avélissements, on apprend avec effarement que l'argent disparu a servi de fonds politiques. En somme, la présidente de la République a décidé en lieu et place du Parlement provisoire en cours d'exercice de créer des fonds politiques répartis entre le Premier ministre, une composante de la société civile et certains hommes politiques visiteurs du soir assidus de la présidente. Voilà, je pourrais continuer, mais en fait, c'est les extraits qui montrent un peu tous les systèmes qui se sont succédés au niveau politique dans notre pays.